Like a Dragon, ou Yakuza en Europe, une licence qui a déjà 19 ans. Je me souviens que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était en 2006, sur un CD de démo du magazine officiel PlayStation, qui présentait ses dernières sorties. Lego Star Wars 2, Shinobi 2, Black, Forbidden Siren 2, ou encore Metal Gear Solid 3. Une époque incroyable où on payait déjà des jeux non terminés. Et au milieu de tout ça, Yakuza était là, le dos de Kiryu orné d'un dragon, exposé à tous. Je me souviens des grandes rues nocturnes de Kamurocho et d'un homme qui tabassait des méchants à coups de bicyclette. Et puis, plus rien. Ou en tout cas presque. J'ai fait un rapide tour sur Yakuza 8 une dizaine d'années plus tard, et j'ai suivi de loin la série via des communautés de fans, des mèmes ou les incroyables intros dynamiques de la licence. Mais faute de localisation, j'ai jamais vraiment pu plonger dedans. C'est en 2020 que la série ressurgit réellement pour moi, avec son épisode Like a Dragon, qui intègre Ichiban Kasuga en tant que protagoniste principal et qui transforme la série en jeu de rôle au tour par tour. Le pari était osé. Et Like a Dragon était à la fois un hommage parodique au JRPG, mais aussi un excellent jeu vidéo, apportant un vent de fraîcheur monumental dans une industrie qui peine à se renouveler. Avec des thèmes matures dans un Japon moderne où les organisations criminelles perdent du terrain, où l'activisme politique gagne en importance et où la paupérisation entraîne des comportements grisonnants, qui dépeint finalement un tableau débordant d'humanité, notamment porté par Ichiban, qui est un personnage incroyablement attachant, qui a un cœur rempli de bienveillance, des personnages profonds et des missions secondaires totalement absurdes et incroyablement touchantes. Enfin bref, un jeu remarquable en tout point. Mais orientons-nous vers l'intéressé du jour, Like a Dragon Infinite Wealth. Et je ne vais pas parler de la polémique qui a entouré le jeu par rapport à son New Game Plus en DLC. C'est un choix contestable, mais j'imagine qu'elle est fait déjà partie du passé au moment où je vous en parle. Donc passons à la suite. Et commençons par la promesse de ce Infinite Wealth, qui est premièrement d'étendre l'univers de la série en s'ouvrant à une nouvelle ère de jeu, Hawaii, d'élever l'absurdité et la parodie à un nouveau rang avec 2 mini-jeux s'inspirant de Animal Crossing et Pokémon, et en plus de ça, offrir une séquelle aux aventures de Ichiban, mais aussi proposer un dernier acte pour un Kazuma Kiryu vieillissant, qui confrontera son passé une dernière fois alors qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre en raison d'un cancer. Tout un programme après un 7ème épisode incroyable. Et il faut l'admettre, l'histoire démarre superbement, avec une introduction très esthétique qui puise directement ses inspirations chez les cadors du genre. On retrouve bien vite Ichiban et ses amis à Yokohama, 4 ans après les événements de Like a Dragon. Le temps a passé et chacun des personnages a pu continuer sa vie. La grande dissolution a mis fin aux 2 clans Yakuza les plus importants, et dorénavant de nombreux anciens criminels sont plongés dans la précarité, véritablement exilés de la société. Ichiban fait de son mieux pour qu'ils aient accès au minimum vital et tente entre autres de faire progresser sa vie amoureuse, ce qui nous laissera quelques scènes plutôt amusantes et chaleureuses en début d'aventure, le temps de replonger dans le bain. Malheureusement, tout cela ne va pas durer, car l'ex-héros de Yokohama va rapidement perdre son emploi et être traité en paria une nouvelle fois, alors qu'une mystérieuse personnalité d'internet va le diffamer. Et il n'en faudra pas moins pour lancer l'intrigue principale. Ce que j'ai vraiment apprécié dans l'introduction et ce retour à Ejincho, c'est d'avoir le sentiment de revenir dans un lieu connu et qui a vécu pendant mon absence. Et ce n'est pas sans nostalgie qu'on retrouve des personnages rencontrés lors de tâches secondaires du 7ème opus, les voyant pour la plupart dévoués à leur rôle et se rappelant des événements précédents. Et bien sûr, les rues de Yokohama qui sont les mêmes, avec quelques évolutions notables. Mais Yokohama n'est qu'un passage pour Kasuga. Très rapidement, c'est Hawaï qui sera au premier plan pour une nouvelle intrigue aux origines familiales, à la recherche d'une mère qu'il n'a jamais connue, et ce n'est que la face émergée d'un iceberg colossal. Mais qui dit Hawaï dit l'introduction d'une nouvelle zone fortement inspirée de Honolulu, bien au-delà des sempiternelles rues mouvementées de Kamurocho ou Yokohama. Ce cadre offrira une dimension plus tropicale à la licence, bienvenue aux plages bondées de monde, aux activités décalées, à l'esprit aloha, et surtout à un environnement bien plus ouvert qu'auparavant. Un vent de fraîcheur après un Japon ancré depuis maintenant 19 ans. Et surtout, une petite prise de risque tant les repères peuvent être brusqués pour les fans de la licence. Mais pas d'inquiétude pour autant car on retrouve vite nos habitudes avec la présence de très nombreuses missions annexes où l'absurdité règne. Tout autant de mini-jeux et des dizaines, si ce n'est des centaines de conversations possibles avec nos alliés. Ajoutons à cela le système Aloha Links, permettant d'obtenir des bonus en développant des liens avec de parfaits inconnus, la Sujimon League sur laquelle on reviendra, ou encore Dondoko Island, et le compteur de temps va clairement s'affoler.
Ça n'a pas manqué avec moi. Donc que ce soit la livraison de plats sur des aires de Crazy Taxi, le fait de se détendre en jouant aux fléchettes, de profiter des éternels jeux de Sega, de passer des examens de culture générale ou simplement d'aider un touriste à la recherche d'un hôtel inexistant, il y a clairement de quoi faire à ce niveau-là, et peut-être même un peu trop. Car en effet, même si les intrigues secondaires sont nombreuses, nombre d'entre elles reposent sur une dynamique similaire, surtout au début de l'aventure. Il faudra attendre un peu avant que ces dernières sortent du lot et nous réservent soit de forts moments d'émotion, ou des situations un peu plus atypiques. Certaines d'entre elles font même directement référence à l'épisode précédent et j'ai trouvé ça plutôt plaisant de retrouver quelques personnages déjà rencontrés dans un nouveau contexte. C'est aussi l'un de ces rares jeux à m'avoir réellement fait rire. Les phases d'émotion fonctionnent également clairement bien. Et comme auparavant, le contenu se dévoile peu à peu au fil du temps qui s'écoule, quitte à être directement intégré dans la trame principale. Et là je dois poser la question, n'y a-t-il pas un peu trop d'épisodes filaires dans ce Like a Dragon et Infinite Wealth? Ryuga Gotoku a déjà noué des intrigues secondaires avec les principales dans le passé, mais ce qui est fait dans ce dernier épisode prend une toute autre dimension, par l'intégration notamment des mini-jeux de la Ligue Sujimon et de Dondoko Island, deux énormes contenus qui se présentent forcément à un point de l'aventure principale. La Ligue Sujimon peut être mise en attente, mais Dondoko Island, arrivant au milieu de l'histoire, coupe brutalement l'intrigue pour nous proposer de vivre une parodie d'Animal Crossing pendant quelques bonnes heures. Sans remettre en question la qualité de ces jeux dans le jeu, le scénario de Infinite Wealth est un contre-la-montre où des personnes sont en danger et où Kiryu lui-même peut succomber à n'importe quel instant. J'ai trouvé l'intégration de ce mini-jeu massif dans l'histoire principale un peu déplacée, et peut-être même placée comme un aveu d'échec face à une narration qui peine clairement à rester constante. Les premiers chapitres sont absolument géniaux, l'entrée en matière est maîtrisée, les personnages réintégrés en douceur et la fameuse love story tant décriée m'a pas choqué outre mesure. La transition avec Hawaii est très souple et donne lieu à l'introduction de nouveaux personnages intéressants comme Tomizawa, Eiji, Chitose ou encore Yamai qui bénéficient d'un traitement plus ou moins approfondi. En plus de ça, on retrouve bien vite ce côté très humain, social dans le sous-propos du jeu, ce qui est plaisant, même si je dois admettre que cet épisode semble rester bien plus en surface qu'auparavant malgré des thèmes très lourds. Mais bon, une fois l'introduction passée et les quelques heures de découverte d'Hawaii, le temps que le scénario ne dévoile ses véritables enjeux, j'ai eu l'impression de jouer un titre qui n'avait pas grand chose à raconter et qui tente de combler ses lacunes en nous forçant à prendre part à Dondoko Island pendant au minimum 1 heure et 15 heures si vraiment vous accrochez. Et c'est un mini-jeu qui affiche clairement un compteur de jours alors que Kiryu n'a plus que quelques mois à vivre. Même si ça a du sens en termes de boucle de gameplay, ça fait un peu bizarre de s'amuser sur une île simplement pour justifier une attente scénaristique. D'autant plus que ce temps aurait pu servir à développer des sous-intrigues, car il y en a beaucoup dans ce Like a Dragon, et c'est un peu frustrant que certaines d'entre elles semblent avoir de l'importance sans être développées suffisamment. Mais prenons un peu de temps pour parler du positif, le gameplay et ses possibilités. Le tour par tour en équipe fait son grand retour dans une version clairement plus dynamique qu'auparavant. Et très clairement, il y a eu du travail pour unir l'ancien et le présent. On gagne en tactique avec la possibilité de se déplacer pendant nos tours, ce qui permet à la fois de prévoir des attaques dans le dos des adversaires les plus coriaces, de faire des projections, de planifier des combos avec ses alliés ou encore de profiter du placement adverse pour infliger d'énormes dégâts grâce à des pouvoirs. Et si ça ne vous a pas échappé, Yakuza rimait pour moi avec un gars qui tabassait les gens avec un vélo. Et bien maintenant, les arènes débordent d'objets qui peuvent être ramassés librement afin d'infliger des dégâts ou des pénalités de statut. Dans les deux sens d'ailleurs, car tous ces objets sont aussi là pour blesser votre équipe. Dans tout ça, le système de combat parvient à rester très accessible, tout en invitant le joueur à expérimenter ce qui l'entoure et à prendre avantage de son environnement, mais aussi de ses capacités face à des ennemis aux résistances spécifiques. J'ai senti une volonté de rendre les affrontements un petit peu plus tactiques, et ce n'est pas pour me déplaire. Il y a aussi de superbes idées que vous ne verrez pas dans cette vidéo à cause du spoil, mais quelques affrontements disposent d'arènes ou de situations dynamiques, que ce soit par une division du groupe ou simplement des effets d'arène. C'est vraiment de très bons ajouts qui restent rares, mais qui sont très plaisants. Une autre évolution notable, le système de job a été amélioré et prend l'axe de la personnalisation. Il y a donc une bonne sélection de jobs disponibles allant du freelancer au samouraï en passant par gardien de maison, hôte, idole, pyromancien, gangster ou encore dragon de Dojima. Rien que ça. Comme précédemment, tout le monde ne peut pas tout faire, certains jobs étant réservés à des personnages spécifiques ou déterminés par le fait qu'ils soient un homme ou une femme. Je dois dire que les nouveaux jobs sont assez fun à jouer et offrent des perspectives intéressantes, même si je regrette certaines actions ultimes peut-être un peu moins inspirées.
Mais peut-être que c'est juste l'effet de surprise qui s'est dissipé avec le temps, vieil aigri que je suis. Contrairement à l'épisode précédent, il est possible de mixer les compétences de plusieurs jobs afin de personnaliser au maximum l'évolution d'un personnage. Un job prédominera toujours sur l'autre, mais les compétences héritées ajoutent un petit quelque chose, comme mon Tomizawa surfeur qui n'a pas oublié comment détruire des gardes de par son ancien rôle de taxi. Ça ajoute inévitablement un aspect farming, mais ça pousse aussi à découvrir les différents jobs et à s'amuser un peu plus lors des affrontements, l'expérimentation étant au centre de tout ça. Il m'est arrivé plusieurs fois de changer de job durant l'aventure sans que ça me lasse. Il y a clairement de quoi faire et des affinités à trouver un peu partout. Et bien entendu, on retrouve le système de création et d'amélioration d'équipements qui n'a pas beaucoup bougé depuis l'épisode précédent, qui demandera toujours autant d'investissement pour avoir les armes ultimes. Autre évolution notable, on trouve maintenant de véritables donjons au sein des différentes zones que notre groupe ira visiter. Ces donjons font davantage office de lieux de farm de ressources et d'expérience qu'autre chose, mais c'est un bon pas en avant pour la dimension jeu de rôle, même si ça reste plutôt simpliste, des couloirs froids, quelques salles avec du loot, des ennemis, et après quelques niveaux, un boss pour valider la progression, retourner en surface et récupérer quelques récompenses. Bien entendu, on retrouve immanquablement les vers de l'amitié, lorsque les liens d'Ichiban avec ses amis sont assez avancés. Ces moments de convivialité permettent, comme dans le précédent opus, d'approfondir des personnages et renforcer leurs aptitudes dans le groupe, ou même de débloquer des compétences spéciales. Un contenu optionnel, mais qui s'avérera très utile si vous misez sur l'efficacité de votre team, rien que pour le déclenchement de combos. Et on va se l'avouer, certains vers font quand même clairement écho à ce qui s'est fait dans le passé. Malgré tout, il y a une tentative d'interconnexion forte avec l'intrigue principale, et il arrive que les personnages discutent d'un événement de l'histoire. On se retrouve avec un contenu optionnel principal un peu particulier, une approche qu'on voit plus fréquemment dans les jeux du genre récemment. La dimension sociale s'est également vue décuplée avec l'arrivée des bingos de l'amitié, qui là aussi a pour but de vous faire parcourir toute la ville à la recherche d'interactions entre les personnages dans le but d'augmenter leur jauge d'amitié. Ce qui a aussi l'utilité de débloquer des jobs et des conversations uniques à mesure que le niveau d'amitié progresse. Assez de positivité comme ça, parlons de ceux qui fâchent. Les mini-jeux. J'ai dit que ça perturbait l'intrigue principale, mais ça ne veut pas dire que je ne les ai pas trouvés intéressants pour autant. Ils auraient pu simplement être intégrés d'une manière un peu différente. Premièrement, vous avez la ligue Sujimon, qui a été amorcée dans Yakuza 7, avec le fameux maître Suji, qui a sa propre intrigue, sa propre progression, et qui permet entre autres à Ichiban de devenir Sujimancien, un invocateur qui utilise les Sujimon attrapés au combat, et dont le niveau influe directement sur la puissance des attaques lors des affrontements plus classiques. Mais ce n'est pas tout, car dans votre quête de devenir maître et de tous les tabasser, vous combattrez des rivaux dans des affrontements de Sujimon qui ont leur propre gameplay et pouvoir, en plus de pouvoir les faire évoluer, les fusionner ou les entraîner indépendamment. Un contenu massif qui n'en est pas moins important dans le second mini-jeu, Dondonko Island, qui va entraîner Ichiban sur une île avec des mascottes populaires du Japon, Gachapin et Muku, désolé pour la prononciation. Son but va être de nettoyer une île qui sert de décharge naturelle et d'en chasser la faction des pirates, en la transformant au passage en complexe touristique 5 étoiles. Au programme, des combats en temps réel, de la collecte de ressources, du crafting, mais aussi de la gestion de touristes qui auront leurs envies, leurs préférences, et un budget spécifique, avec lesquels il est possible d'échanger des cadeaux afin d'espérer recevoir des pourboires massifs. En plus de ça, le mini-jeu propose un cycle jour-nuit et un décompte des jours passés en la compagnie de nos compagnons de Dondonko. La construction est évidemment au centre de la boucle, mais n'espérez pas pour autant avoir une liberté absolue, vu que l'espace est limité et les zones de construction sont prédéfinies. Malgré tout, l'histoire de l'île est plutôt rigolote à suivre et le côté gestion peut vite devenir addictif, même s'il est extrêmement répétitif à l'image de son modèle finalement. Une interconnexion se fait aussi avec la ligue Suji et le jeu de base. Vos Sujimon peuvent s'entraîner sur votre île et participer aux activités de collecte de ressources pour rendre la tâche moins rébarbative. Du côté d'Hawaï, de nombreux personnages croisés dans les rues peuvent être invités à séjourner et de nouveaux plans de construction peuvent être débloqués de cette manière. Cette interconnexion constante est plutôt intéressante et ces deux mini-jeux se révèlent assez travaillés pour ne pas entacher ce Infinite Wealth. Il y a une progression naturelle entre les différents éléments et si ça avait été mieux amené, peut-être que ça aurait rendu l'aventure globale un peu moins fatigante. Et oui, j'ai terminé ces deux mini-jeux entièrement. Et c'était plutôt fun finalement. C'est dommage qu'ils soient intégrés au milieu d'une intrigue à l'ambiance diamétralement opposée. Et si tout ce contenu ne suffit pas encore, le jeu se paye le luxe de proposer deux personnages jouables, Ichiban et Kiryu, tous deux dans une mission parallèle.
Ce n'est pas une première pour la licence de proposer plusieurs personnages, mais j'ai l'impression que la partie de Kiryu a bénéficié d'un travail plus soigné, ce qui m'a un peu gêné après l'introduction excellente d'Ichiban dans le jeu précédent. On se retrouve donc au Japon avec un dragon de Dojima tentant d'accepter son passé et de remettre de l'ordre dans son esprit. Cette fois-ci, retour à Yokohama et Kamurocho pour une épopée riche en séquences larmoyantes, notamment avec les mémoires de dragons, des points d'intérêt trouvables aux quatre coins des quartiers où Kiryu se retrouvera confronté à des souvenirs sous forme de petites séquences nostalgiques ou un peu plus, et qui développeront plus opportunément certains de ses traits d'éveil, qui lui permettront entre autres d'améliorer ses compétences, ses combos ou ses résistances par exemple. Il y a de nombreuses mémoires de dragons, et c'est une direction que j'ai plutôt appréciée. Même si ça n'intéressera principalement que les personnes étant réceptives à ce genre de narration, ou simplement les fans absolus de la série. L'accent est clairement mis sur le passage de flambeau dans cette partie du jeu, et j'y ai trouvé un côté intimiste assez prononcé, et finalement agréable. Une certaine forme de réflexion sur le temps passé et les implications d'une vie. La légende du dragon de Dojima existe à travers le Japon, mais Kiryu souffre et remet en question son vivant, alors qu'il ne lui reste plus que quelques mois à passer dans ce monde. C'est l'occasion de voir le personnage sous un nouvel angle et de lui offrir une nouvelle importance, et de l'accompagner, peut-être une dernière fois, dans une aventure qui réserve un final que j'ai trouvé franchement épique. Même si les développeurs ne se cachent pas de jouer sur la corde sensible, avec notamment des séquences dans le chapitre final où la moitié du budget du jeu a dû passer. Infinite Wealth, au final, c'est un peu un Avenger Endgame qui aurait réussi. Mais voilà, découper le jeu en deux parties et tenter d'étendre la narration et de la faire concorder entre deux protagonistes, c'est compliqué. Et même si ce Yakuza est clairement centré sur des thèmes comme la rédemption, le poids de nos actions et l'héritage, il faut admettre que Kasuga est clairement mise en retrait par Kiryu sur la globalité, ce qui fait un peu tâche. La partie du dragon de Dojima est plus intense, plus maîtrisée, plus touchante, et c'est pas uniquement car il s'agit du personnage historique de la licence. Rien que le fait de nous faire réaliser des activités secondaires avec lui est justifié par sa tentative de terminer sa liste de choses à faire avant de mourir, de se retrouver humainement, tandis que sa mission, plus formelle et classique, est plutôt efficace, en nous proposant quelques séquences bourrées d'adrénaline. Alors que du côté de Kasuga, eh bien, c'est plus compliqué. Même son antagoniste n'est pas bien approfondi, malgré une promesse intrigante avec des gangs hawaïens d'une violence extrême et des personnages qui flirtent avec le surnaturel. Le studio s'est même payé le luxe de faire disparaître des personnages qui semblaient centraux en plein milieu de l'aventure, ne leur offrant même pas de conclusion claire. Et encore une fois, certaines relations auraient clairement pu être approfondies. Les scènes avec Ichiban sont vraiment touchantes, toujours autant à cœur ouvert, mais elles sont trop courtes, trop éparses, notamment avec un personnage en particulier qui aurait pu avoir un peu plus de temps d'écran que de simples scénettes, tant le propos semble important en début de jeu. J'ai eu une désagréable impression que l'ambition a dépassé les capacités du studio et que dans ce volume de contenu, la narration s'est tout simplement perdue. Cette impression de jouer des heures pour voir une petite cinématique de quelques minutes et de sauter d'une cinématique à l'autre sans véritable coordination. Pourtant, ce n'est pas fondamentalement mauvais et malgré les défauts que je cite, ça reste agréable à suivre, pour peu que vous développiez de l'intérêt pour les éléments hors aventure. Mais oui, cet opus risque d'atteindre la barrière de l'ennui par moment, et ça n'a pas manqué avec moi. Par contre, il est agréable de voir que le studio ne prend pas de gants quand il s'agit de dépeindre la violence ou traiter de sujets sensibles, et certaines scènes sont assez marquantes, notamment lors de la découverte de la criminalité hawaïenne. Si on doit retenir un terme pour ce Like a Dragon Infinite Wealth, c'est ambitieux. Et en effet, c'est une ambitieuse imperfection que nous a livré Ryuga Gotoku Studio. Plus vaste, plus varié, et bien plus profond dans ses mécaniques que son prédécesseur, il se présente comme le véritable épisode de disjonction entre le passé et le futur de la saga. Que ce soit en termes de bande-son, de gameplay ou de contenu, il n'y a absolument rien à redire. C'est interminable, pour le meilleur et pour le pire. Entre Dondoko Island, la Ligue Sugimon, les innombrables conversations, les donjons, les bingos de l'amitié et les activités secondaires, il y a de quoi faire. D'autant plus si votre objectif est de maximiser les traits de personnalité de Ichiban et Kiryu. Malheureusement, l'histoire se perd malgré une promesse de départ excellente. Les antagonistes sont ceux qu'ils sont et ne sauront pas tous marquer les esprits, malgré la présence de Danny Trejo au casting. À l'image de l'opus précédent, la réalisation ne nous préserve de rien, et quelques séquences ou thématiques choc s'intègrent au récit pour renforcer une atmosphère glauque à Hawaï.
C'est dommage que tout ça manque de constance et que des raccourcis aient été pris dans un jeu si long, surtout pour faire place à des mini-jeux imposés, fun mais un peu hors propos. Au final, au-delà de ses faiblesses, l'histoire parvient malgré tout à offrir une continuité et un propos de fond intéressant, et des chapitres finaux que j'ai trouvé très bons, bien que le fanservice soit très présent. Mais c'est très long pour très peu au final, là où son prédécesseur avait de la matière constamment, avec cette dualité Kasuga-Aoki omniprésente. Et Fate Like a Dragon, sincèrement. Du côté de ces systèmes, le jeu définit la voie de la licence pour proposer une expérience JRPG atypique, et il va clairement dans la bonne direction en nouant des liens forts avec le passif de la saga. C'est plus dynamique, un poil plus tactique, et surtout, la liberté d'évolution est accrue grâce au système d'héritage. Les libertés prises sur certains boss et affrontements afin de briser les codes sont également des marqueurs très positifs. Mention spéciale à certains gigantesques affrontements avec des arènes dynamiques franchement bienvenues. Mais il faudra penser à équilibrer le tout, car le jeu reste bien trop facile si on profite du contenu qu'il nous réserve. Un gros paradoxe qui réduit clairement l'intérêt de la présence de toutes ces compétences et combos. En tout cas, si un prochain épisode reste dans cette dynamique en recentrant un peu plus sa narration, à la manière de ce qui a été fait auparavant, il est clair que la série pourrait atteindre des sommets qui, sur l'aspect narratif, avaient déjà propulsé Yakuza Like a Dragon comme mon jeu préféré de l'année 2020. Infinite Wealth est une amélioration massive des systèmes introduits, et oui, c'est un bon jeu, voire un très bon titre. Surtout si vous appréciez ces RPG avec une forte dimension sociale, ou tout simplement les JRPG contemporains. Malheureusement, son histoire manque un peu de piquant, au point de devenir presque imbuvable par moments. À recommander oui, mais peut-être pas à tout le monde. Et pour découvrir Ichiban, il serait bien mieux de se concentrer sur l'opus précédent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine.